Bonjour Arnaud Florac. Bonjour Marcel. Vous êtes chroniqueur, polémiste, essayiste. Vous écrivez pour Boulevard Voltaire, L'Incorrect et La Furia. Et vous êtes accompagné de Romée de Saint-Céran, qui est lui dessinateur de presse. Bonjour monsieur. Bonjour. Et vous êtes notamment dessinateur de presse pour La Furia et Européenne Conservative. Et vous venez ensemble nous parler de votre nouveau bébé, le deuxième, Éducation Minimum 2, la poursuite de votre exploration culturelle. Pourquoi avoir choisi le mot minimum? Est-ce une provocation, une modestie feinte ou l'idée qu'aujourd'hui même le minimum culturel est devenu difficile à transmettre? Alors il y a probablement un peu de tout ça. Sachez que la raison pour laquelle on a choisi Éducation Minimum est d'abord cinématographique. Je pense que vous connaissez comme nous l'excellent film d'Ikenek, dans lequel on voit un personnage interprété par François Damiens qui agonie d'injures une dame qui mange des chips trop fort et qui termine en disant Éducation Minimum. Parce que la moindre des choses, c'est de se tenir correctement quand on est dans un lieu public. Et donc, partant de cette référence qu'à notre avis, tout le monde connaissait, l'idée, c'était d'avoir un titre qui parle au plus large public pour présenter un certain nombre d'entrées qu'on considérait comme faisant partie de la culture. Romée de Saint-Céran, dessinateur pour les éditions Magnus, La Furia, pour les livres des éditions Magnus. Ils ont le monopole du dessinateur, vous appartenez à Magnus. Alors, pour l'édition Magnus, je pense que c'est surtout Marceau qui a plutôt un monopole. Ça m'arrive de collaborer sur leur magazine et sur certains ouvrages, donc toujours avec plaisir. Voilà, et là, vous avez collaboré sur Éducation Minimum 2, oui, à nouveau, avec l'illustration, et puis on a travaillé avec Arnaud sur les sélections des thématiques ensemble, qu'il a brillamment écrit et que j'ai illustré. Eh bien, on va parler de ces chroniques. La série des chroniques proposées dans Éducation Minimum 2, on va en parler. Et elle s'ouvre sur un premier texte, qui est un texte que je trouve assez intriguant, puisque c'est presque un manifeste. Et donc, on passe d'un livre de chronique à un livre politique. Je cite le titre, « La République veut ta peau ». La République ne veut pas ton bien, elle veut ta peau, camarade. Elle ne veut nous rendre fous, esclaves ou morts. Un appel à la sédition. Alors d'abord, on ne dit pas la République veut ta peau, on dit la République, elle veut ta peau. Depuis François Hollande, la jurisprudence est établie, quand on parle de la République, on utilise le double sujet. La République, elle veut ta peau, la République, c'est toi, c'est moi, c'est chacune et chacun d'entre nous, en responsabilité, très important dans le parler républicain également. Donc la République, elle veut ta peau. C'est pas un appel à la sédition, c'est simplement une manière un petit peu décalée de dire que quand on essaye de définir les fameuses valeurs de la République, que personne ne définit jamais, on s'était déjà un peu attardé dessus dans le premier tome, puisque la Vendée, c'est quand même le laboratoire de la mise en place des valeurs de la République dans leur expression la plus complète. Et donc en disant la République, elle veut ta peau, l'idée c'est aussi de dire qu'on n'est pas simplement des contribuables qui paient 50% d'impôts, on n'est pas simplement des citoyens qui rasent les murs pour ne pas se faire égorger, on est aussi des gens qui doivent se saisir de leur destin, y compris face à une République qui parfois ne se donne pas les moyens de nous prouver qu'elle veut notre bien. Appel à la sédition? Non, rappel. C'est un rappel. C'est un rappel. Bon, mais ça ouvre quand même l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une note, j'allais dire, plus pugnace que dans Éducation Minimum, premier tome. Alors vous avez raison de dire que le deuxième tome est peut-être un petit peu plus de l'ordre de la profession de foi, alors que le premier tome était plus léger. Peut-être que ça correspond aussi à notre évolution à nous d'abord, puisqu'on écrit des livres qu'on aurait envie de lire, hein, c'est toujours un peu comme ça. Et puis ça correspond probablement à l'état d'esprit de ceux qui auront lu le premier et qui se diront, en fait, très bien, mais où est-ce qu'ils vont ? Votre livre est une anthologie subjective, pas un manuel, encore moins d'ailleurs un programme, malgré tout. J'ai donc cherché plusieurs adjectifs pour caractériser ce qui constitue finalement ce bréviaire culturel. Le premier adjectif que j'ai mis en exergue, c'est le mot expéditif. Expéditif dans vos jugements. Exemple, l'écrivain Saint John Perse, sauvé par son recueil éloge. Paul Claudel, complexe, dense, chiant. Pas de cadeau. Alors Claudel, c'est pas moi qui dis chiant, c'est Georges Brassens, il le dit pas exactement comme ça, mais vous connaissez cette chanson 95 fois sur 100 qui dit que les femmes que leur mari n'honore pas correctement se récitent du Claudel. Du Claudel, j'ai bien dit Brassens. Donc on pourrait partir du principe que Claudel est un écrivain chiant, et même chose pour Saint John Perse qui est passé à la postérité contemporaine grâce au Bronzé, où Christian Clavier en string déclame un extrait de Saint John Perse. Donc l'idée c'était de Il est rentré dans la Pléiade grâce à ça, John Perse. Bien sûr, comme quoi. L'idée c'était de prendre ces écrivains tels qu'ils sont dans l'idée que les gens s'en font, et après de tirer le fil pour dire mais en fait c'est pas simplement ça. Vous pouvez lire effectivement Claudel c'est magnifique, Saint John Perse c'est magnifique, et voilà, et de les rattraper, mais en effet
pour un public qui lit peu, je pense que le public de la Furia est un public qui est venu à la lecture et qui est peut-être même venu à l'engagement politique, quoi que ça veuille dire, par des articles courts, par des formats percutants. L'idée, c'est d'utiliser ce biais de caractère expéditif pour les emmener vers autre chose. Mais dans le panthéon des écrivains, sans prendre à Paul Claudel. En fait, on s'en prend pas forcément à Paul Claudel. En fait, c'est vraiment une porte d'entrée qu'on propose à lecteur. C'est le pilier de Notre-Dame qui lui donne une claque, si j'ose dire. Donc non, pas ce sentiment-là de s'en prendre au panthéon des écrivains de votre famille de pensée, dans la réalité. C'est toujours bien de secouer un peu les idoles, même dans notre famille de pensée. Quoi que ça veuille dire d'ailleurs, parce que je ne sais pas ce que recouvre exactement notre famille de pensée, mais de les prendre... de prendre le cliché que les gens s'en font et d'emmener le lecteur vers autre chose. Bon, on va passer sur un deuxième adjectif, peut-être contradictoire avec le premier d'ailleurs, nostalgique. La nostalgie, c'est le désir d'on ne sait quoi, disait Saint-Exupéry. Eh bien, ce n'est pas votre cas, parce que vous connaissez vos nostalgies, celle des trains d'autrefois, celle du tango chez Guy Marchand ou celle du patriarche Jean Gabin. Voilà, ça, on est dans la nostalgie. Ça, c'est bien une valeur de droite. La nostalgie, c'est une valeur de droite et je pense d'ailleurs pas que ça soit entièrement une bonne chose en tous les cas. Il y a dans la nostalgie, étymologiquement, la nostalgie, c'est la douleur qu'on ressent quand on a envie de retourner chez soi. C'est la douleur d'Ulysse qui a envie de revenir à Ithaque alors que ça fait 7 ans qu'il est au lit avec Calypso. Et la nostalgie, c'est la morphine de l'homme de droite. La nostalgie, c'est le souvenir parfois de choses qu'on n'a pas connues, mais qui nous manquent quand même confusément, sans qu'on puisse vraiment expliquer pourquoi. Alors du coup, si on essaie de mettre des petites étiquettes sur des petits moments ou des figures que l'on regrette, bon, souvent les 30 Glorieuses par facilité, mais pas uniquement. Voilà, c'est une façon de s'adresser un peu à ce paysage et on a besoin d'un peu de nostalgie, mais pas trop. Les trains d'autrefois, vous les avez illustrés, on va le voir. De toute façon, alors c'était des compartiments où tout le monde déjeunait en même temps, les odeurs se mélangeaient, les gens dormaient à la place des bagages au-dessus. C'est ça, la nostalgie, c'est ce temps-là? Ça serait réducteur, mais c'est vrai que les trains d'autrefois, nous on est peut-être la dernière génération à les avoir connus. Ces compartiments où effectivement on passait quelques heures avec des inconnus, partager un saucisson, lire un journal, puisqu'on n'avait pas de smartphone et on n'avait pas des sièges individuels. Et c'est vrai que c'est une forme de vivre ensemble qui nous plaisait assez bien, finalement. Et on n'est pas dans une nostalgie quand on le dit. Effectivement, on se souvient de cette époque. L'idée, c'est de retrouver dans nos modes de transport et dans nos vies cette façon de... Vous prenez le TGV quand même, non? Bien sûr, mais on s'aperçoit justement que dans le TGV, il y a une forme de vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, qui est très artificielle. Les gens sont tous ensemble, mais seuls. Et la seule chose qu'on entend, c'est le barista qui surjoue la cordialité des boissons chaudes, boissons fraîches avec les autres de propreté, etc. Et en fait, tout ça, c'est un enfer un petit peu tiède, alors qu'il y avait une connivence. Alors, je parle dans les trains d'autrefois des trains corail fumeurs. Il y a une connivence des gens qui fument, comme il y a une connivence des gens qui commandent leur café au comptoir. Et c'était des gens qui se connaissaient pas et qui partageaient pendant 2-3 heures un vague sentiment de transgression. Transgression, provocateur, un autre adjectif qui trouve toute son ampleur avec la description de la splendeur des exécutions publiques ou l'éloge du club des écrivains collabos, et je cite Brasillac, Drieux, La Rochelle et Rebattet, l'art de provoquer. Il n'y a pas de... Alors évidemment, sur la splendeur des exécutions publiques, il y a peut-être un petit peu de provocation. Un côté volontairement excessif, bien sûr, qui permet de poser quand même la question de la peine capitale, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Avec le fait qu'on peut ironiser là-dessus, mais autrefois en place de grève, les gens louaient leur chambre en Airbnb dans les conditions de l'époque pour que les exécutions soient réellement publiques. Et il y avait une valeur de catharsis un peu exotique, un châtiment qui était thématique avec le crime du coupable. Donc on en rigole, mais finalement on pose de vraies questions. Et puis sur les écrivains collabos, ça pose une autre question qui n'est pas une provocation. Vous savez qu'on sépare beaucoup à gauche l'homme de l'œuvre en disant oui, alors peut-être que rétrospectivement Sartre, Foucault et je ne sais pas qui sont des salauds, mais leurs œuvres leur survivent. On ne s'est jamais posé cette question, ni pour Céline, ni pour Brasillac, ni pour Rebattet, ni pour Drieux, qui sont peut-être des salauds, mais qui ont quand même écrit des choses magnifiques, denses, et qui méritent quelques heures d'intérêt. Parce que ça, c'est quand même une information que vous donnez. C'est en disant, derrière ces écrivains, il y a effectivement une œuvre, et cette œuvre-là, il faut la redécouvrir. Oui. On peut lire le Gilles de Drieux, etc., cette couleur de Brasillac, et on tombe sur une littérature qui est encore accessible, parce que des fois, on a, ça c'est une petite information qui n'est pas dans l'ouvrage, mais on a souvent le sentiment que ces écrivains-là, dits de droite,
dits d'extrême droite pour les stigmatiser, n'ont pas passé la rampe, si vous voyez, et qu'il y a un petit côté désuet pour Barrès, pour Maurras, mais aussi pour des gens comme Drieux, etc. Est-ce que c'est, vous pensez, le cas ? Alors le Gilles de J'ai un point de Drieux, vue, hein. le Gilles de Drieux est peut-être très marqué entre deux guerres, et encore si les gens relisent Aragon, enfin Aurélien d'Aragon, qui est le pendant un peu de gauche de Gilles, c'est qu'ils peuvent relire Gilles. Je pense que le Feu Follet n'a pas vieilli parce que c'est toujours la même histoire de romantisme un peu autodestructeur, etc. Je pense que Brasillac a écrit une anthologie de la poésie grecque. Pour le coup, puisqu'on parle de l'Antiquité, ça ne vieillira pas. On peut penser aussi, alors Rebatté, on peut commencer par le plus accessible, peut-être ses chroniques cinématographiques. Il y a une magnifique recension d'Orange Mécanique par Rebatté, qui n'a pas pris une ride. Donc en fait, ils n'ont pas passé la rampe parce qu'ils ne sont pas du bon côté de l'histoire, mais c'est une autre question. Provocateur, passionné. Passionné, ça je pense que vous serez d'accord, un autre mot qui caractérise votre démarche, une démarche de passionnés qui veulent faire partager leur bonheur, leur joie, leurs engagements. Par exemple pour Debussy, pour Junger, un héros dégagé, un génie, je vous cite. Et puis aussi d'un seul coup, Romy Schneider. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et pourquoi ? Alors, Romy Schneider, alors je vais laisser la parole à Romain ensuite, puisque... C'est lui le fan. Ah non, c'est On est l'un l'autre. On est fans l'un comme l'autre, mais... C'est-à-dire que quand vous écrivez, Arnaud, c'est vous qui écrivez, Arnaud Florac, c'est vous qui écrivez, mais il faut que Romy partage ce point de vue. Toute la trame est faite à deux, oui. La trame est faite à deux. Après, je ne suis pas toujours d'accord avec Arnaud. Sur quoi vous n'êtes pas d'accord, par exemple ? Peut-être sur Cyrano, même si je comprends son point de vue. Mais quel est son point de vue sur Cyrano ? Alors ça, je te laisse le présenter. Mon point de vue, c'est qu'il y a un contresens sur l'interprétation du personnage de Cyrano, même si on ne revient pas sur la pièce qui est parfaite. Le personnage de Cyrano, qu'on considère comme un personnage très français, très panache, magnifique, etc. En réalité, c'est un pauvre type, c'est le saint patron des losers. Il est peut-être très courageux, il est peut-être très enthousiaste, etc. Mais il n'a strictement rien produit sur Terre. Et puis il est victime d'une maladie de droite, c'est-à-dire qu'il se perçoit comme l'homme providentiel, comme l'homme de l'ombre qui écrira pour un homme providentiel qu'il considère meilleur que lui. Dans un monde normal, si Cyrano s'était donné les moyens, il aurait fait abstraction de sa propre laideur pour essayer de conquérir Roxane par tous les moyens. Et d'ailleurs, Christian n'est pas meilleur que lui, c'est juste qu'il considère que Christian a plus de chances de gagner. Et donc du coup, il se dit, je me mets dans la roue de Christian pour aider à gagner, parce qu'il a plus de chances de conquérir Roxane. Donc vous n'avez pas le même point de vue qu'Arnaud Florac. Je comprends le point de vue d'Arnaud Florac, mais je dessine Cyrano de bon cœur, toujours, quand même, non merci. Bon, alors passionné, on le voit, y compris pour des personnages littéraires. Romy Schneider, je reviens sur elle, grande actrice, mais pourquoi dans votre panthéon, elle apparaît ? Il y a beaucoup d'autres, non ? Il y a quelque chose Bardot ? Alors Bardot, on en a parlé dans le premier. Dans le premier, ouais. Contact. Il y a quelque chose de très touchant chez Romy Schneider, qui avait aussi chez Brigitte Bardot d'une manière un peu différente, mais au lieu de la résumer au fait que ce soit une actrice de grand talent, etc., je pense que c'est d'abord une femme fragile, sensible et blessée. Et une des raisons pour lesquelles on peut revoir une partie... Alors je donne quelques pistes de films qu'on peut revoir avec Romy Schneider. Il faut les revoir avec ce regard-là, avec le regard qu'on porte sur une femme qui apparemment a tout réussi, mais que la vie n'a pas ménagé. Et on peut lui accorder post-mortem peut-être la tendresse qu'elle aurait aimé recevoir. Et Debussy, là, et c'est pas dans le Panthéon, c'est le grand compositeur français. Vous le remettez en haut de la pyramide, où il n'est plus forcément. Convenons-en. Probablement, c'est notre meilleur compositeur. C'est notre plus grand compositeur. C'est quelqu'un qui a inventé une expression harmonique qui est très riche et qui est complètement libre. Les gens connaissent en général le prélude à l'après-midi d'un faune, mais tout est bien chez Debussy. Et ce qui est intéressant, c'est que Debussy, mais aussi Ravel, Fauré, etc., ont inspiré le jazz des années 50 et suivantes. Et à partir de là, ont irrigué l'ensemble de la musique contemporaine jusqu'à maintenant. Oui, je pense que jusqu'à Aya Nakamura, c'est sans doute un de nos meilleurs musiciens français. Alors évidemment, la question se pose depuis 5 ans. Depuis qu'Aya Nakamura a percé, la question entre Debussy et elle n'est pas tranchée, bien sûr. L'histoire le tranchera. L'histoire le tranchera, on laisse ça en suspens. Donc. Laissons-le en suspens. Voilà, mais elle n'est pas totalement aboutie non plus, donc laissons-lui encore quelques années. Cato. De l'efficacité du bénédicité à la réussite du pèlerinage de Chartres, en passant par le vrai scoutisme, éducation minimum est écrit et dessiné avec une plume et un pinceau trempés dans l'eau bénite. Il y en a partout. Pourquoi pas ? On va pas changer ce qu'on est. En revanche, l'idée pour les lecteurs qui ne sont pas forcément catholiques... C'est pas très la furia, quoi, Cato. Détrompez-vous.
La Furia, c'est pas seulement un harakiri réactionnaire. Il y a de tout dans la Furia, et c'est ça qui rend le magazine intéressant. Et d'ailleurs, Marceau, avec beaucoup de finesse, on se connaissait pas avec Romé quand la Furia a été lancée, nous a binômé, a fait illustrer mes articles par les dessins de Romé, et c'est comme ça qu'on est devenus amis et qu'on a commencé cette série de livres. Donc oui, il y a des cathos qui travaillent pour la Furia, nous et d'autres. Voilà. Est-ce que c'est pas tout ça un peu associé à d'autres adjectifs nostalgie? On a l'impression que vous parlez d'un monde qui n'existe plus. Mais c'est quand même quelquefois le sentiment que l'on a. Je sais aussi être provocateur, un adjectif que je peux aussi on a fait attention pourtant à inscrire ce bouquin. C'est rend le bénédicité, enfin, je veux dire. Alors il est quotidien pour nous, mais... Oui. Bah, pas pour tout le monde, si. Oui, mais bon, c'est pas une photo de l'état actuel du monde, enfin, c'est aussi une exhortation. Donc l'idée, c'est au contraire de proposer à nos lecteurs, de dire en fait, vous savez que cette chose existe, cette chose est une façon de rappeler à vos enfants pourquoi est-ce qu'ils ont quelque chose à manger dans leur assiette, et de rendre grâce à toute cette chaîne qui, du bon Dieu à l'agriculteur en passant par la maman, a fait que on a un plat spaghetti. Et on quitte le livre de chronique pour revenir à un manifeste. Mais vous l'avez vu, on n'a pas trempé, moi j'ai pas trempé ma plume dans l'eau bénite, pas davantage que Romé n'a trempé son pinceau dans l'eau bénite, puisqu'on est capable de parler dans le même livre du bénédicité et d'autres choses. On peut par exemple se dire qu'un livre dans lequel on trouve à la fois le pèlerinage de Chartres et un hommage à SAS de Gérard de Villiers n'est pas forcément un livre de catéchisme. Et oui, bien sûr, parce que moi j'ai trouvé un autre, effectivement, adjectif qui vient contredire. Je suis d'accord avec vous, ce que je essayais de définir il y a quelques instants, c'est effectivement le terme grivois, avec un nouvel adjectif, grivois, les aventures du prince Malco, qui ont, je vous cite, fait beaucoup pour l'éveil des adolescents des années 70-90, car je cite encore, le héros des romans de Gérard de Villiers défouraille comme un dingue, mais on ne parle pas ici de pistolet extraplat. De quoi on parle ? On parle de l'activité charnelle du prince Malco, qui a un pistolet extraplat, mais dont ce n'est pas l'arme principale. Et je disais que ça avait fait beaucoup pour l'éveil des adolescents des années 70-90. Vous savez que c'est des sujets qu'on n'abordait pas sereinement en famille dans ces époques-là. Donc je pense que beaucoup de vos spectateurs verront se souviendront qu'il y a un coin maudit dans beaucoup de bibliothèques familiales dans lequel on trouvait des rayonnages de SAS un peu cornés dont on parlait pas trop, etc. Et au-delà de l'aspect grivois qui est drôle et qui a plutôt bien vieilli, ce sont quand même des livres qui géopolitiquement sont très pointus, sont très bien sourcés. Au point que Hubert Védrine avait convoqué Gérard de Villiers pour lui dire qu'ils avaient probablement les mêmes sources quand il était ministre des Affaires étrangères. Donc il y a ça aussi. Et puis c'est un hommage à un écrivain de la famille Villiers qui est peut-être injustement méconnu, mais qui ne rend guère de points à Pierre ou Philippe en termes de succès littéraire. Voilà, on parle bien de Gérard de Villiers. Un énorme succès à l'époque, énorme succès. Hein. Ouais. Aujourd'hui, quasiment oublié au fond des bibliothèques. Je ne crois pas qu'il ait été oublié. Je pense que sa disparition laisse les lecteurs de SAS un peu orphelins. Qui peut écrire SAS après Gérard de Villiers ? Mais je pense que les gens connaissent encore très bien les aventures de Malco. Prince Malco. C'est votre adolescence alors ? C'est mon adolescence, pas seulement la mienne, oui. D'accord. Je plaide coupable. D'accord, c'est clair. Deuxième adjectif, protecteur, avec un très beau chapitre, je veux dire, sur les enfants trisomiques et cette sentence, on croit au caractère sacré de la vie, mais de la sienne uniquement. Et là, on n'est plus dans le manifeste, on n'est plus dans la chronique, on est dans l'essentiel, dans le cœur nucléaire de ce qu'est l'humanité, défendre le plus faible. Oui, il y avait un chapitre que j'avais fait dans le premier tome sur la tendresse, qui était, à mon sens, une valeur typiquement, alors je ne sais pas ce que ça veut dire de droite, mais en tout cas une valeur méconnue et parfois un peu moquée. Dans laquelle on doit se reconnaître en tout cas, et qu'on doit promouvoir. Et donc il y a la protection de ce qui est plus faible, la protection de ce qui est plus fragile est probablement une des choses principales d'une éducation, fût-elle minimum. Et je pense qu'en effet, dans notre société postmoderne, on croit au caractère sacré de la vie, mais la sienne uniquement. Et raison pour laquelle, vous savez qu'on traverse un âge glaciaire démographique, là les chiffres sont tombés il n'y a pas très longtemps, on n'a pas envie de s'embêter avec des enfants. Et je ne vous parle même pas d'enfants handicapés. Donc il y a quelque chose à rétablir dans la hiérarchie de l'humanité. Vous comprenez que la société, par les moyens de santé aujourd'hui et l'introspection de l'enfant à naître, puisse mettre un terme à l'existence d'un enfant trisomique dont on sait qu'il aura une vie
compliqué, difficile pour les parents, bien sûr, mais aussi pour lui. Et on sait bien évidemment qu'un enfant trisomique n'ira pas au-delà de 50 ans, à peu près. Je pense que ça va être la moyenne, sans dire de grosses bêtises. Est-ce que vous comprenez que l'on puisse éviter cela? Oui. Et vous avez dit plus haut, avant de nous parler du prince Malko, qu'on était catho. Effectivement, à vue humaine, c'est une vie qui ne semble pas enviable. Un trisomique, il fera pas HEC, il roulera pas en Mercedes, ouais, c'est sûr. Mais la question qui se pose, c'est de savoir si c'est à nous de juger ce qu'est une vie enviable. Mais je ne le pense pas. Et d'ailleurs, vous avez très bien pointé, vous avez parlé des parents. En fait, le sujet, c'est pas forcément la vie de l'enfant trisomique, qui souvent, pour en connaître quelques-uns, sont plutôt des gens heureux. Avec des évolutions heureuses, d'ailleurs, souvent, avec des évolutions heureuses. Parce que c'est plutôt la question d'entourage, de l'acceptation, du regard que des parents pour qui l'enfant est devenu un projet ces 30 ou 40 dernières années, ce qui est un sujet par ailleurs, hein, l'enfant, à nos yeux, n'est pas un projet. Du coup, oui, forcément, un enfant trisomique comme un enfant chauve, ça ne rentre pas forcément dans le projet. Non, mais dans ce cas-là, parlons de tous les handicaps au sens large et avortons Beethoven, c'est absurde en fait si on tire le sujet jusqu'au bout. Or, comme on le dit et comme on l'écrit, bah oui, aujourd'hui 97% des grossesses, je sais pas quel terme, mais avec un enfant qui peut être identifié comme portant un risque de trisomie, parce que on parle même pas d'enfant trisomique, hein, mais portant un risque, une clarté nucléale plus élevée de trisomie, sont avortés. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Ce sont des choix de société qui ont été faits, avec lesquels, en tant que catholique, on l'assume, on n'est pas forcément d'accord, et on a choisi effectivement d'en parler. Et c'est important d'en parler parce qu'on est dans un livre qui manie l'humour, qui manie l'ironie. À ce moment-là, on est un peu comme quand la République, elle veut ta peau, dans un autre domaine. On sort de ce climat, si je laisse dire, littéraire, ironique, humoristique, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus compliqué aussi. Il y a un peu d'ironie quand même, parce que mon idée, c'est que beaucoup d'adultes trisomiques qui servent par exemple dans les merveilleux cafés joyeux pourraient utilement tenir des emplois de fonctionnaires rébarbatifs et qu'on leur pardonnerait volontiers. Moi, j'aurais plus de mal à pardonner à un adulte en apparence tout à fait normal, même si ça ne veut pas dire grand-chose, de me relancer pour la énième fois, de rater ses courriers, d'envoyer des pièces justificatives sans queue ni tête. Je pourrais pardonner volontiers à un trisomique de faire ce genre d'erreur, et beaucoup moins à un fonctionnaire en apparence dont les chromosomes sont nickel. Mais là, on entre dans le sujet, on entre dans une lecture utilitariste de l'enfant ou de l'adulte trisomique. Or, c'est pas sur notre terrain. Là, on va sur le terrain de l'adversaire quand on a une lecture utilitariste du trisomique. C'est un être humain, c'est une vie qui est aimée de Dieu, point. En fait, on n'a pas à justifier de dire oui, ils peuvent être utiles, ils peuvent servir. Pas le sujet. J'ai raison de lire cet ouvrage, parce que ça amène des questionnements, comme on dit aujourd'hui. Ça amène à se poser des questions, parce que personne ne dispose de la vérité avec un grand sur cette question-là. Et puis, bien évidemment, de ceux qui le vivent témoignent souvent, et d'ailleurs témoignent dans votre sens plus souvent que dans le sens de ce n'est pas un bon choix, mais c'est plutôt quelque chose qui a apporté à la fois des joies, des bonheurs, des merveilles. Ce beau texte donc que j'évoquais, il ne doit pas cacher l'humour et l'ironie qui sont les signatures quand même de ces chroniques. L'humour, c'est ma dernière question. Est-ce que c'est aujourd'hui la dernière arme civilisée pour défendre notre culture française? Depuis la disparition du duel, probablement, oui. Un regret. Un regret, oui. Nostalgie. Un regret. Alors Bernard Lugan en a parlé beaucoup mieux que moi de la disparition du duel. Oui, que vous évoquez Bernard Lugan, bien évidemment, j'ai oublié de le citer. Mais il y a quelque chose d'intéressant quand même dans le fait d'assumer les paroles qu'on prononce, on le voit aujourd'hui. Mais pour revenir sur votre question, oui, peut-être que l'humour, alors je dirais pas que c'est la dernière arme, je dirais que c'est la première en fait. La raison pour laquelle on a inventé un certain nombre de dispositifs, la politesse, la galanterie, l'humour, etc., c'est pour domestiquer les passions primales. Et donc, au lieu de sortir le colt, on répond avec une ironie ou une... C'est pas de l'ironie, je pense que c'est plus une forme de légèreté qu'on essaye de... Oui. On n'est pas des ironiques, on n'est pas des cyniques, je pense que c'est plus une politesse, l'emploi que Carnot fait de l'humour dans le bouquin, c'est plus une forme de correction, c'est-à-dire que les sujets peuvent être graves, on a parlé de trisomique, peuvent être plus légers. On essaye de... Voilà.
garder une forme de légèreté dans le ton pour ne pas appesantir le propos. Éducation minimum 3, c'est quand? Je sache quand je vous reçois. Dans 2 ans. Vous nous recevez dans 2 ans, prenons date dès maintenant. Alors, donc, ce sera TVL qui vous recevra. On essaie d'en sortir un tous les 2 ans. Plaisir pour nous. En attendant, je vous invite à découvrir cette éducation minimum 2. C'est aux éditions Magnus, éditions que vous connaissez bien sur TV Liberté. Et vous savez que cet ouvrage, vous pouvez l'acheter tout de suite sur tvl.fr. Vous allez sur le site de TVL et vous allez dans la boutique de TVL pour vous le procurer. Merci à vous, messieurs. Merci à vous. Merci beaucoup.